Au sommaire de cette édition, référendum constitutionnel du 17 mai au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, célèbre déjà sa victoire. L'Organisation mondiale de la santé OMS veut lancer cette semaine la vaccination contre Ebola en République démocratique du Congo. Et puis un documentaire présenté ce lundi à Cannes rend hommage aux co-accusés de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Burundi où le parti au pouvoir a clos sa campagne. Et ce, avant le référendum de cette semaine sur le changement constitutionnel. Au Burundi, il reste quelques jours avant le référendum de cette semaine sur le changement constitutionnel. Mais la campagne du oui célèbre déjà la victoire. Si l'amendement à la Constitution est approuvé, le président Pierre Nkurunziza aura le droit de se présenter pour 2 autres mandats de 7 ans à partir de 2020. Voter oui pour la Constitution, c'est décider que désormais les Burundais vont gérer eux-mêmes leur pays. Maintenant que le oui a déjà gagné, je vous déclare ceci. Adieu les colons. Adieu les coups d'État. Le référendum se déroulera dans des conditions étroitement contrôlées. Un décret présidentiel prévoit une peine d'1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir de voter. Le projet de révision constitutionnelle a été critiqué par la communauté internationale, notamment l'Union africaine. Le procès des compagnies pétrolières Eni et Shell, qui s'est ouvert ce lundi à Milan, dans le nord de l'Italie, a été renvoyé au 20 juin prochain. Ce procès, qui devait initialement débuter le 5 mars dernier, avait déjà été une fois reporté à ce lundi. Les 2 compagnies pétrolières Eni et Shell sont soupçonnées de corruption lors de l'attribution d'un contrat pour un bloc offshore au Nigeria. C'est la 2e fois que ce procès fait l'objet d'un report. Initialement prévu pour débuter le 5 mars dernier, il avait été reporté à ce lundi 14 mai dans l'optique d'être transféré à une autre session pénale moins surchargée. Mais finalement, elle a été renvoyée au 20 juin prochain par le tribunal de Milan. Le président de la Chambre a estimé judicieux d'attendre un arrêt de la Cour italienne de cassation pour lancer le procès. En effet, cette dernière doit se prononcer le 12 juin prochain sur un recours déposé par Shell au sujet de la régularité d'une décision concernant les prévenus du groupe. L'audience du 20 juin sera consacrée à la constitution des parties civiles. La justice soupçonne le versement de pots de vin lors de l'attribution en 2011 pour 1,3 milliard de dollars d'une licence pour l'exploration du bloc pétrolier offshore OPL 245 au groupe italien Eni et à son homologue anglo-néerlandais Shell. Mais les 2 groupes mis en cause contestent fermement toute corruption. Il faut dire que le groupe Eni est déjà jugé à Milan dans un autre procès pour corruption en Algérie et visé par une enquête similaire au Congo. Je l'annonçais en titre, l'Organisation mondiale de la santé OMS espère lancer cette semaine la vaccination contre Ebola en République démocratique du Congo. C'est du moins ce qu'a affirmé son directeur général. On le suit pour plus de précisions. Nous avons les autorisations, l'enregistrement, le permis d'importation, tout est formellement accepté, comme vous le savez. Ce vaccin est sûr, efficace et a déjà été testé. Donc je crois que nous pouvons. Tout a été préparé, tout est prêt pour vraiment l'utiliser. All is ready now to really use it. Sir. I have to arrive, we have to start and then Il faut qu'on commence et ensuite, nous espérons qu'à la fin de la semaine, c'est l'objectif que nous visons et si nous avons des difficultés, à partir de lundi, nous devrions pouvoir commencer la vaccination dans une semaine à partir d'aujourd'hui. A week from today. The thing is, associated with Ebola, there is stigma. Avec Ebola, il y a une stigmatisation. Donc, il faut y aller et montrer que cela doit vraiment cesser. Et s'il y a un risque,
Ma vie ne vaut pas mieux que celle de quelqu'un d'autre. Il y a déjà des millions de personnes là-bas et il faut montrer vraiment cela. Allons à présent au Ghana où la problématique posée par le paludisme fait réfléchir les autorités sanitaires. Une opération de pulvérisation d'un insecticide de 3e génération a démarré. Objectif, venir à bout des moustiques qui développent des résistances à l'insecticide. Dans la région rurale d'Oboisi, située dans la province d'Ashanti, les moustiques ont évolué et résistent désormais aux produits chimiques utilisés depuis des décennies pour lutter contre le fléau du continent africain et la maladie la plus meurtrière dans le monde, le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette maladie, transmise par les moustiques femelles, a contaminé quelques 216 millions de personnes à travers le monde en 2016 et été responsable de 450 000 décès. 90% d'entre eux ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Le Ghana fait partie de l'Afrique subsaharienne et l'épidémiologie nous dit que nous avons l'un des plus gros problèmes de paludisme dans le monde. Il est donc essentiel que le Ghana ait des zones pour que nous puissions réduire le fardeau du paludisme au strict minimum. Au Ghana, pays de 28 millions d'habitants, on a recensé 4,8 millions de cas et enregistré près de 600 morts l'année dernière. C'est bien moins qu'il y a quelques années, avec 2200 décès en 2011, mais toujours trop pour le gouvernement qui a décidé d'en faire l'une de ses priorités sanitaires. Bismarck Owusu a perdu 2 de ses amis du paludisme, ce qui l'a encouragé à s'engager dans cette cause malgré les risques de manipulation de produits chimiques. Donc, si je vais dans une pièce de la maison ou dans toute la maison et que quelqu'un ne veut pas que je la traite, je dois faire asseoir la personne et lui expliquer l'importance de la pulvérisation parce que le paludisme tue. Il tue. Il est très important que nous le comprenions tous. Le paludisme est un tueur. Nous venons tout juste de commencer à utiliser celui-ci. Et la dernière observation que j'ai faite est que 3 jours plus tôt, quand nous avons commencé, il tuait plus vite, comme si les moustiques mouraient dès qu'ils touchaient les murs. Je suis donc sûr qu'il va être très puissant. Depuis des décennies, gouvernements africains et organisations internationales se sont engagés à faire plus de prévention et à rendre plus accessibles les moustiquaires de protection. Mais cela ne suffit pas. Le Ghana est le premier pays d'Afrique à avoir introduit à grande échelle un insecticide de 3e génération auquel les moustiques ne peuvent plus résister. À Oboisi, région d'extraction de l'or, il existe également un laboratoire pour étudier la résilience des insectes et développer de nouvelles formules répulsives. La lutte contre le terrorisme reste plus que jamais une priorité pour le Maroc. Les autorités ont annoncé ce lundi le démantèlement d'une cellule composée de 4 membres liés au groupe djihadiste État islamique. Les détails. Les suspects âgés de 20 à 27 ans, parmi lesquels un ancien détenu pour une affaire de terrorisme, sont accusés de propagande et d'incitation à mener des opérations terroristes dans le royaume, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Lors de l'opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire BCIJ dans les villes de Casablanca et Kénitra dans l'ouest, Fès au centre et à Midar au nord, des équipements électroniques, un uniforme militaire et des livres faisant l'apologie de la pensée extrémiste ont été saisis, selon la même source. Les membres de cette cellule entretenaient des liens avec des combattants dans la zone irako-syrienne pour bénéficier de leur expertise dans la fabrication d'explosifs, a affirmé le ministère. Les autorités marocaines mettent souvent en avant les moyens importants déployés pour la lutte antiterroriste et les efforts de coordination avec leurs différents partenaires en Europe. Épargné par les attentats de l'État islamique, le royaume avait été meurtri par des attaques à Casablanca, 33 morts en 2003 et à Marrakech, 17 morts en 2011. Depuis, la législation marocaine a été renforcée et des dizaines de peines de prison ont été prononcées dans des affaires de terrorisme. Les autorités du royaume annoncent fréquemment le démantèlement de cellules terroristes, même si les chiffres sont en baisse de 21 en 2015 à 9 en 2017, selon un récent bilan officiel. Alger a dénoncé ce dimanche les propos irresponsables de Rabat, qui a de nouveau accusé l'Iran d'avoir aidé militairement avec l'appui d'Alger le Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc, avait nié ces accusations. Reportage.
Rabat a annoncé le 1er mai la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran, l'accusant d'avoir livré, via son allié, le Hezbollah libanais, des armes au Front Polisario, soutenu par l'Algérie, ce que l'ensemble des intéressés ont démenti. Dans une interview parue dimanche, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a accusé Alger d'avoir apporté couverture, soutien et appui opérationnel à des rencontres dans la capitale algérienne entre responsables du Hezbollah et du Polisario. Au lieu de produire les preuves irréfutables qu'il prétend détenir, le ministre marocain a choisi de poursuivre sur la voie de la mystification et de l'affabulation, a dénoncé dans un communiqué le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie tient à exprimer sa ferme condamnation et son rejet total des propos irresponsables tenus à son encontre, a-t-il ajouté, fustigeant des accusations infondées et injustifiées et une virulente campagne du Maroc contre l'Algérie. Le porte-parole a également réprouvé avec fermeté les propos de Bourita sur le rôle de l'Algérie au Sahel. Dans son interview, le ministre a implicitement accusé Alger d'être un acteur de déstabilisation dans la région. La communauté internationale dans son ensemble s'accorde à louer la contribution majeure que l'Algérie apporte à la stabilisation de la région, a souligné le porte-parole du ministère algérien. Le Maroc a pris en 1975, au départ de la puissance colonisatrice espagnole, le contrôle de la majeure partie du Sahara occidental, étendue désertique de 266 000 km² sur laquelle il revendique sa souveraineté. Le Polisario y a proclamé en 1976 une république arabe sahraoui démocratique et combattu les troupes marocaines jusqu'à un cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU. Soutenu par Alger, le Front Polisario réclame depuis un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, seul territoire de l'Afrique au statut post-colonial non réglé, alors que le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. Et puis en France, un documentaire présenté ce lundi à Cannes revient sur le procès de Rivonia qui s'est soldé par l'emprisonnement de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. L'un des protagonistes du long métrage, Androme Langeni, ancien co-accusé de celui qui deviendrait 30 ans plus tard président d'Afrique du Sud, monte aujourd'hui les marches du palais des festivals. I knew that one day I would come out of prison. Je savais qu'un jour, je sortirais de prison et que je pourrais rejoindre ma famille et mes amis et profiter de la vie que j'avais avant d'aller en prison. Mais je n'avais jamais imaginé que j'irais en France, encore moins que je ferais l'objet d'un film vu dans le monde entier. Je n'ai jamais pensé pouvoir passer un moment comme ça. That such a moment would ever come in my life. Some people have died. Certaines personnes sont mortes pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Des gens sont morts et certains d'entre nous sommes encore en vie. Ceux qui nous ont donné des doctorats honorifiques ont pris la mesure de leurs gestes, je pense. Ils nous ont dit, vous avez fait une contribution, nous reconnaissons maintenant que vous n'êtes pas un terroriste. Vous vous battez pour la liberté en Afrique du Sud. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.